Le gouvernement veut redonner ses lettres de noblesse au brevet. Désormais, il faudra avoir le diplôme pour passer en seconde. Quelles seront les conséquences? On en parle avec nos invités. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, bonjour. Bonjour. Merci de venir à cette émission. Claude Lelièvre, grand historien de l'éducation. Bonjour Claude. Bonjour. Voilà, qui sera en visio, merci beaucoup. Ismaël Menot, vous êtes directeur général de l'EPMT, l'école des métiers de la table. Vous préparez au CAP dans le 17e à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant. Alors, vous allez me faire un petit anti-sèche sur le brevet. Est-ce que le brevet n'est pas déjà obligatoire pour entrer au lycée ? Et non, effectivement, Sophie, alors beaucoup de gens l'ignorent, mais un élève qui échoue au brevet, effectivement, peut tout de même passer au lycée. Mais cela va changer. Alors souvenez-vous, c'était il y a un an, en novembre 2023, Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé son fameux choc des savoirs, avec parmi les mesures, le brevet obligatoire pour entrer au lycée, justement. Alors, à partir de quand cette réforme du brevet doit-elle s'appliquer ? Alors écoutez, aux dernières nouvelles, la réforme doit avoir lieu en 3 étapes. Donc c'est Anne Genetet, la ministre actuelle de l'Éducation nationale, qui l'annonçait il y a quelques semaines. Donc en 2025, une mention très bien avec les félicitations du jury va être créée pour les élèves qui obtiendraient 18 sur 20 ou plus au brevet. En 2026, l'année d'après, l'équilibre entre le contrôle continu et les examens terminaux va être revu. Donc le contrôle continu va compter pour 40%, contre 60% pour les examens terminaux, contre le 50-50 actuel. Et enfin, en 2027, l'obtention du brevet deviendra obligatoire pour entrer directement en seconde. Alors, quelles sont les alternatives pour les élèves qui n'obtiendront pas leur brevet ? Alors, les élèves qui échoueraient au brevet auront 2 possibilités. Donc, la première, rejoindre une prépa lycée, une classe prépa lycée, pour rattraper leur retard avant d'entrer en seconde. Donc, le ministère estime qu'environ une dizaine de classes par département seraient nécessaires. Et deuxième possibilité, entrer en CAP, on va en parler avec nos invités, donc certificat d'aptitude professionnelle. Une formation qui délivre un diplôme d'ouvrier ou d'employé qualifié. Jean-Rémy Girard, que pense votre syndicat, le SNALC, plutôt un syndicat classé à droite? On ne le dit plus trop aujourd'hui parce que c'est plus trop vrai. C'est plus trop vrai. Est-ce que vous êtes pour cette réforme? Est-ce que vous êtes contre? Alors, on n'est ni pour ni contre, ça ne va pas vous aider. Mais plus exactement, non, on pense que c'est important de faire quelque chose sur le brevet. Et nous, on trouve que c'est bien de donner plus de temps aux élèves les plus en difficulté à l'entrée au lycée. Donc rajouter une année supplémentaire pour ces élèves-là, faire des 4 parcours, ou même d'ailleurs refaire des parcours en 4 ans dans la voie professionnelle, puisqu'on rappelle qu'au départ, le bac pro, c'était 4 ans, c'était pas 3 ans. Ça nous paraît intelligent. La problématique... On est en train de le voir avec la mise en œuvre des groupes en 6e, 5e, en français et mathématiques, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est absolument incapable de mettre en place correctement les trucs qui sont imaginés par les ministres. Donc, on craint assez fortement l'accident industriel, on va dire. Il y a beaucoup d'idées, mais pour la mise en place, c'est plus compliqué. Et qu'en 2027... Si on y arrive, parce qu'il ne faut peut-être pas encore réveiller le futur de l'indicatif. 2027, on ne sait déjà pas ce qui va se passer le mois prochain politiquement. Ouais. Donc on a peut-être le temps un petit peu de voir venir. Mais on a quand même beaucoup de doutes sur le fait qu'on soit en capacité d'affecter plusieurs dizaines de milliers d'élèves en juillet, quand on connaîtra les résultats du brevet pour une rentrée en septembre. Ça nous paraît très complexe. Les prépas secondes, elles existent déjà? Enfin, il y en a qui ont été créées. Il y en a en gros une par département, qui ont eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver leur public, puisque pour l'instant, de toute façon, elles ne sont pas. Je crois qu'il y en a 3 en Ile-de-France, c'est ça? Oui, une effectivement dans l'Académie de Versailles, une Paris, une Créteil. De toute façon, elles ne correspondent pas du tout à ce qui est envisagé en 2027, puisqu'actuellement, elles sont sur la base du volontariat, je vais mettre des guillemets à volontariat, parce que parfois on y case aussi des élèves qu'on n'a pas su affecter ailleurs. Elles sont très peu remplies, en moyenne, on est quelque part entre 10 et 13 élèves. C'est pas ce qui se produira en 2027 lors de la généralisation, on risque de dépasser allègrement les 20, peut-être parfois d'arriver jusqu'aux 30, surtout qu'on n'est pas vraiment ici dans l'idée de rajouter beaucoup de postes d'enseignants ces derniers temps. Non, c'est pas l'idée de dépenser de l'argent en ce moment. Effectivement. Donc, partant de là, c'est pour ça qu'on est d'autant plus inquiet. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit faut se serrer la ceinture, et de l'autre côté, regardez, super idée pédagogique, mais qui demande des moyens
qu'on n'a pas est en train de forcément. nous dire qu'on ne va de toute façon pas nous donner. Ismaël Menot, vous dirigez l'école des métiers de la table, donc à Paris 17e. Moi, je vous ai invité parce que je me suis dit, il y aura forcément des conséquences pour l'enseignement professionnel. Évidemment, ces élèves qui ne pourront pas rentrer en seconde parce qu'ils auront échoué au brevet, ils iront forcément dans une école comme la vôtre. Alors, le diable se cache dans les détails. Actuellement, je n'ai aucune éclaircissement, effectivement, si cette réforme va s'appliquer ou pas au centre de formation. Nous, on dépend directement du ministère du Travail, monsieur du ministère de l'Éducation. Il y a eu un objectif, vous le savez, 1 million d'apprentis il y a peu de temps, vrai succès, financement qui ne suit pas derrière. Donc, actuellement, il faut savoir si ça sera déjà appliqué au centre de formation. Parce que, à ce jour, sur les 1300 apprentis que nous avons à l'école, eh bien, j'ai autant de classes de CAP que de bac pro. Parce que les CAP, comme vous l'avez dit, monsieur, la réforme des bacs professionnels ont fait que maintenant, on peut faire, en sortie de 3e, une intégration directement en bac pro. Donc la question est de savoir si, évidemment, c'est applicable au centre de formation comme nous, parce que si c'est le cas, eh bien, nous allons peut-être gonfler un peu plus nos effectifs en CAP, certes, mais les quelques classes que nous avions en bac professionnel vont peut-être effectivement diminuer. Donc ça, c'est en termes d'effet. La question est de savoir si ce sera appliqué finalement au second professionnel. Est-ce qu'il faudra avoir le brevet finalement pour rentrer en seconde professionnelle? En seconde professionnelle pour un bac pro, parce qu'on on informe. Là, on ne sait pas. Par apprentissage. Voilà, par apprentissage, on est en formation. Donc là, on n'a pas la réponse finalement pour l'instant. À ce jour, non, mais nous, dans le Code du travail, on est en formation initiale également. Donc en fait, on a la formation bac professionnel. Donc il peut y avoir des conséquences très positives, ou alors, évidemment, ça peut faire fuir un certain nombre de jeunes. Il y a 86% des jeunes qui ont leur brevet à ce jour. Donc dans l'ensemble des bacs pro que nous avons aujourd'hui, il y en a plein qui ont déjà leur brevet. Parce que j'aimerais aussi derrière... Oui, quasiment tout le monde a le brevet. Et j'aimerais derrière quand même... Pas tout le monde, non. J'aimerais derrière... 86%, c'est pas tout le monde. J'aimerais qu'on voit un petit peu l'idée derrière. Pourquoi il y a des jeunes qui ont leur brevet qui rentrent actuellement en formation d'apprentissage? Le CAP, vous l'avez dit vous-même, c'est pour effectivement un premier niveau de qualification. Mais il y a plein de jeunes qui aspirent à rentrer en apprentissage avec leur brevet. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on va uniquement pouvoir avoir des jeunes qui souhaiteront, qui sortiront pour un CAP. Dérecaler de la seconde. Exactement. Et je crois qu'en termes d'image, alors qu'on a fait tout un travail récemment sur la revalorisation, qu'est-ce que je vais dire aux jeunes? Vous venez chez nous parce que vous avez payé votre brevet. Vous comprenez en fait le message auprès des parents, alors que depuis 5 ans, on dit non, en fait, la passion, nos métiers évidemment sont les métiers passion. Donc ça, je crois qu'il faut faire attention et aux conséquences, vous l'avez dit, conséquences sur un impact de nos centres de formation. Claude Lelièvre, vous êtes un grand historien de l'éducation, l'historien de l'éducation. Est-ce que le brevet, au cours de l'histoire, a déjà été un examen de passage par le passé ? Alors, il n'a jamais été un examen de passage. Ce serait totalement inédit. Et pourtant, il existe depuis au moins le début du 19e siècle. D'ailleurs, au cours du 19e siècle, on parlait de brevet de capacité. C'est-à-dire que le brevet, c'était la capacité d'exercer certains métiers, en particulier le métier d'instituteur. Donc, c'était un examen, au fond, d'autorisation professionnelle. Et puis, il faut attendre 1947 pour qu'il devienne le BEPC, brevet d'études de premier cycle. J'attire l'attention que néanmoins, il ne va pas être du tout, bien qu'étant appelé brevet d'études du premier cycle, un examen terminal pour pouvoir arriver à rentrer en seconde, car qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, on passait ou non en seconde sur d'autres déterminations et cet examen n'avait aucun intérêt pour passer en seconde. Il avait toujours un peu intérêt par rapport à la préparation de certains métiers ou de certains concours pour certains métiers. Et puis, finalement, dans les années 70 et surtout début des années 80, il disparaît totalement. On a le brevet sur la base des résultats scolaires, mais toujours on ne rentre pas du tout par le brevet. C'est pas une condition pour rentrer en seconde. Chevènement réinstalle un brevet en 1986 avec 3 épreuves en français, en mathématiques, en histoire géo et instruction civique, et il le présente comme une sorte d'examen blanc.
ou d'examen à blanc. Il dit, bon, c'est bien qu'il y ait à nouveau un examen en fin de troisième, parce que ça prépare à l'état d'esprit de préparer un examen plus tard. Donc c'est une sorte d'examen blanc, à blanc, et finalement, il n'a pas de conséquences sur le cursus. Et puis un peu plus tard, il va y avoir une conjonction plus ou moins difficile avec la question de la fin du collège unique, entendu sous l'angle socle commun de connaissances et de compétences. Donc il va y avoir une partie des épreuves qui sont axées sur une évaluation du socle commun de connaissances et de compétences en contrôle continu, et puis un certain nombre d'examens terminaux. Alors, nous sommes dans cette compréhension. Manifestement, le brevet en France a été un examen malheureux. Nous avons deux grands examens emblématiques. L'un qui est resté dans l'histoire, dans le passé, c'est le certificat d'études. On en parle encore, même quand on ne l'a jamais passé. Et puis, de l'autre côté, le bac et les baccalauréats. Le brevet est un examen malheureux. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop y toucher, mais ça, c'est l'historien. Ouais. C'est vrai que peut-être qu'un ministre imaginera le certificat d'études. Éloi, est-ce qu'on peut faire un petit voyage dans le temps, justement, avec le brevet ? Oui, tout à fait. Alors, on a commencé à le faire avec Claude Lelièvre, et d'ailleurs, je vais parler sous son contrôle, mais effectivement, c'est cette époque, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ni même les moins de 70 ans, et même les moins de 100 ans n'en connaissent qu'une partie. Et en fait, c'est une période qui court de la fin du 19e siècle à la première moitié du 20e, et il existe effectivement en France à l'époque 3 types de scolarité qui sanctionnent 3 diplômes différents, donc le certificat d'études, le brevet et le baccalauréat. Alors, qui passait quel diplôme à l'époque ? En fait, à l'époque, tous les enfants entrent à l'école communale à l'âge de 6 ans, et la plupart d'entre eux, ils restent jusqu'à 14 ans pour préparer le certificat d'études qui signe en fait la fin de leur scolarité. Sauf qu'à 11 ans, les plus doués sont sélectionnés pour rejoindre l'école élémentaire, aussi appelée primaire supérieure, et c'est là en fait qu'on préparait le brevet. Et une minorité d'élèves, enfin, qui étaient vraiment particulièrement méritants, entraient au collège ou au lycée pour préparer le baccalauréat. Collège ou lycée, je rappelle à l'époque que la distinction est purement administrative. En fait, les collèges sont gérés par les communes, quand les lycées sont gérés par l'État. Et à l'époque, est-ce qu'on travaillait directement après le brevet ? Voilà, et donc Claude Lelièvre l'a dit, donc c'est un diplôme qui donnait réellement accès à un certain nombre de professions, disons, d'encadrement intermédiaire, mais effectivement notamment la profession de maître d'école. Et je voulais revenir là-dessus d'ailleurs avec vous, Claude Lelièvre. Vous disiez que le brevet avait disparu donc, à la fin des années 70, avant d'être réinstauré dans les années 80 par Jean-Pierre Chevènement. Mais il y a une période où il donnait accès à un certain nombre de professions, et manifestement, dans les années 70, c'était déjà plus le cas. Alors comment est-ce que en fait, cet examen s'est dévalorisé pendant cette période ? Ce qui s'est passé aussi, c'est que bon nombre ce qu'on appelait maintenant des cadres intermédiaires étaient normalement alimentés par des gens qui possèdent le brevet. Et puis, finalement, ça est devenu plutôt le bac, voire au-dessus. Donc, sa fonction de certification pour des métiers directement a disparu peu à peu parce qu'il y a eu une élévation du niveau scolaire pour aborder un certain nombre, disons, de situation intermédiaire, puisque c'était le cas du brevet, plus ou moins, d'estimer la possibilité d'exercer ces professions. Donc, mais déjà, comme je l'ai signalé, il avait eu une sorte de conversion, puisqu'il s'était appelé tout à coup non plus brevet de capacité, de tel ou tel type de capacité, mais brevet d'études du premier cycle. Mais au fond, tout le monde s'en est toujours moqué. Nous avons des transformations. C'est pour ça que je dis que c'est un examen malheureux, parce qu'il n'a jamais eu une identité très claire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'avait aucun rôle, mais c'est fait toujours dans une certaine confusion, dans des recouvrements de rôles, et au fond, on ne sait pas trop à quoi il pouvait servir, si bien que d'ailleurs, à certains moments, il a même disparu totalement. Et c'est parce quand on entrait en seconde, on pouvait demander d'avoir le diplôme du brevet à un certain moment, ce qui est quand même complètement renversant par rapport à la situation qu'on veut instaurer actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question du brevet, d'avoir le brevet, n'avait rien à voir avec la question de continuer les études. Ça serait totalement nouveau. Jean-Rémy Girard, l'idée du ministère, c'est aussi d'accorder plus de points à l'examen final,
60% au lieu de 50%. Est-ce que ça suffira pour remonter un peu le niveau du brevet, le revaloriser ? Non, alors nous on préfère, hein, pour nous un Parce examen... que c'est quand même ça le sujet. Oui, mais pour nous un examen national, ça devrait être 100% d'épreuves. Hein. D'ailleurs, nous au SNALC, on a toujours pensé que le contrôle continu dans les examens nationaux, c'était quelque chose de bizarre. Ça, c'est la position de notre organisation. Pour le brevet, parce que le brevet, jusqu'à présent, le contrôle continu, c'était un peu des notes imaginaires. Le contrôle continu, c'est ni un contrôle ni continu actuellement, puisque ce sont des croix qu'on met en fin de troisième sur les domaines et sous-domaines du socle commun. Alors parfois, il y a des logiciels qui le font à votre place, d'ailleurs, qui mélangent tous les bulletins et qui font des croix. Mon fils était bon en maths, ce qui n'était pas le cas. Mais écoutez, je suis ravi pour votre fils. Grâce au contrôle continu, où les notes sont un peu imaginaires, eh bien, on avait tous des bonnes notes. Et surtout, l'autre problème qu'il y a dans le système actuel du contrôle continu, pas continu, c'est qu'en fait, il sert à plein de choses en même temps. C'est-à-dire qu'il sert à la fois pour obtenir ou non le brevet, pour donner des points pour le brevet, mais il sert aussi pour le système d'affectation, et notamment d'affectation dans la voie professionnelle, puisqu'il y a des barèmes. Voilà, pour les Parisiens, donc le système qui permet d'être affecté en seconde. Et donc, d'où s'est développé dans un certain nombre de collèges, j'allais dire le processus suivant. Quand on a un élève dont on pense qu'il a absolument besoin d'aller dans telle affectation parce qu'il a vraiment des chances d'y réussir, ça correspond à un projet, etc., on peut avoir tendance à décaler la croix vers la droite pour qu'il puisse obtenir son affectation. Ce qui va peut-être, par la même occasion, lui donner le brevet. Effectivement. Donc le brevet, c'est pas non plus quelque chose de très, de très stable. Il faut savoir aussi que si on ne donnait le brevet que sur les épreuves terminales écrites, uniquement en prenant en compte les épreuves terminales écrites, il y a moins de la moitié des élèves qui l'auraient. Le contrôle continu et l'épreuve orale, en fait, sont beaucoup plus hauts que les épreuves écrites. Au Figaro, on avait publié les résultats aux épreuves écrites du brevet, et c'est comme ça qu'on a pu voir que certains collèges n'avaient pas plus de 8 de moyenne au brevet. Oui, parce que les épreuves écrites, qui sont ce qu'elles sont, je les ai corrigées pendant de très nombreuses années, puisque je suis professeur de français. Les épreuves écrites ne sont pas forcément, on pourrait considérer, d'une exigence incroyable quand on regarde en fait les programmes et notamment ce qu'on est censé attendre en fin de troisième. Néanmoins, elles sont sérieuses quand même, elles sont quand même sérieuses, effectivement, mais elles sont finalement assez difficilement réussies par une grande partie de nos élèves de troisième. Ismaël Menot, est-ce que vous pensez que cette réforme va redorer quand même le blason des écoles professionnelles ? J'en suis pas vraiment certain, parce que comme je voulais vous le dire dans mon précédent propos, comment on va annoncer effectivement aux écoles, aux parents, vous n'avez pas votre brevet, donc on vous oriente vers les centres de formation d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, on a des jeunes qui viennent de tout horizon et depuis de nombreuses années, maintenant on essaye de dire l'apprentissage est une voie d'excellence. Nous, c'est l'excellence par l'alternance, c'est notre votre devise. Notre devise, exactement. Et donc, il ne faudrait pas imaginer que maintenant, grâce à cette réforme, ça va redorer le blason des écoles de formation. Je ne suis pas certain de cela. Voilà. Je ne suis pas certain parce que je pense que on a fait tout un travail et je pense que la réforme, en creux, c'est de dire il y a des jeunes qui sont plus adaptés à un système scolaire que d'autres et donc on va réorienter effectivement vers des centres de formation d'apprentissage en alternance, d'où l'intérêt de savoir si c'est applicable ou pas à nos écoles. Qu'est-ce que vous voulez dire aux familles qui hésitent à aller en voie professionnelle ? Parce que c'est parfois, il y a une image un petit peu, justement, beaucoup de familles préfèrent s'accrocher, se dire que ce serait mieux d'aller en seconde, justement, de choisir la voie générale, même si l'enfant n'a pas forcément le niveau pour y suivre sa scolarité, et aller en apprentissage après la troisième, quitter l'école. C'est pas toujours une décision facile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles, aux parents, aux grands-parents qui nous regardent ? Vous savez qui est le représentant personnel du président de la République à ce stade, pour la gastronomie française ? C'est Guillaume Gomez, qui est un ancien de l'école. Donc il est passé par un CAP, par un BEP, il a eu un parcours extraordinaire, il a fait 20 ans à l'Élysée, il y a des parcours qui sont absolument extraordinaires, ce sont des jeunes qui sont passionnés, c'est des parcours du CAP jusqu'au Bac+5, il faut arrêter d'avoir cette image où on rentre juste en CAP, on passe jusqu'au Bac+5, on a des partenariats avec Paris Université, avec d'autres universités qui sont tout à fait excellentes, donc rentrer dans un centre de formation d'apprentissage, c'est avoir des vrais parcours, 1300 jeunes, on n'a pas 1300 jeunes en CAP et en Bac, on a 1300 jeunes en
BTS, on a des BTS, on a du bac, des mentions complémentaires, etc. Donc ça c'est la première chose. Ce sont les parcours aussi où on a une reconnaissance dans nos métiers, une rémunération. N'oublions pas que quand on est en apprentissage, il y a une rémunération. Les jeunes ont des formations. Alors je sais qu'il y a la réforme maintenant, les stagiaires peuvent avoir une petite rémunération, mais c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'un apprenti touche évidemment un salaire. Et puis on sait bien que dans les carrières, ça booste aussi les carrières et c'est un apprentissage dans le monde de l'entreprise qui est assez valorisant. Et j'emploie toujours cette image d'une chrysalide qui se transforme en papillon. On a, nous, au sein de l'école, des jeunes, parce que le système scolaire, on va dire, l'intelligence, on a des intelligences multiples, et parfois un système qui est le système dual de l'apprentissage permet à des jeunes de s'épanouir. Et on a des jeunes qui vraiment, grâce à l'apprentissage, vont s'épanouir. À tous ces parents qui, actuellement, ont peut-être des enfants qui hésitent et qui se disent, est-ce que cette voie-là classique, on va dire, nous convient? Eh bien, peut-être qu'il serait mieux de leur dire, allez chercher dans nos métiers, parce que je pense qu'on n'apprend jamais mieux qu'avec des métiers en entreprise également, allez voir en apprentissage, dans nos formations. Claude Lelièvre, c'est un peu spécifique à la France, je trouve, par rapport à des pays comme la Suisse et l'Allemagne, cette idée que, espèce de massification de l'enseignement supérieur, que tout le monde doit aller dans l'enseignement supérieur. Quand je regarde les autres pays, c'est pas tellement ça, et même en France, c'est assez récent. Comment on en est arrivé là où finalement c'est le bac pour tous, tout le monde doit aller à l'université? Si on compare avec l'Allemagne, c'est extrêmement différent puisque l'idée de l'alternance est constitutive d'une certaine manière de ce qui s'est passé en Allemagne. Et n'oublions pas qu'en Allemagne, aller justement dans la voie professionnelle, c'est pas ceux qui sont les moins qualifiés scolairement qui vont et qui sont reçus dans la voie professionnelle. Au contraire. Alors qu'en France, évidemment, nous avons un rapport à la question des capacités pratiques, des capacités d'action, qui n'est pas la même. Regardons les disciplines qui pendant longtemps étaient mises en avant, même si maintenant ça se corrige un peu. C'était des disciplines qui parlent d'eux. C'était la philosophie, c'était les lettres, c'était l'histoire d'une certaine manière. Donc des discours sûrs. Mais pas faire. Et encore maintenant, d'une certaine manière, nous avons un enseignement des sciences qui est extrêmement mathématisé, c'est-à-dire que nous privilégions les discours plutôt que les actions et la façon de faire. C'est la grande difficulté de la France. Nous sommes forts du côté spéculatif, nous avons des élites spéculatives fortes, mais nous sommes moins forts dans comment faire, que faire. Jean-Rémy Girard, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin finalement et supprimer le contrôle continu et revenir à un véritable examen pour redorer, c'est ma question du début, redorer finalement le blason du brevet? Alors, je ne sais pas si l'objectif est de toute façon de redorer le blason du brevet, c'est-à-dire, nous on pense que le brevet a une utilité, on pense que, on est plutôt d'accord avec l'idée qu'avait eu Jean-Pierre Chevènement à l'époque là-dessus, qui est de dire, oui c'est bien de préparer les élèves à quelque chose, à une situation qui vont quand même, sans aucun doute, qui vont revivre probablement à minima une fois, mais probablement pour beaucoup plus d'une fois. C'est assez intéressant dans le système, ça permet aussi, d'uniformiser un petit peu les niveaux d'exigence dans nos établissements scolaires. Ça, tous les systèmes quasiment font ça. Là, je pense au bac pour le coup. Mais effectivement, le fait d'avoir un examen en fin de parcours, ça garantit quand même qu'on fait la même chose partout. Vous voyez? Alors, c'est pas parfait, on est bien d'accord. Néanmoins, s'il n'y avait pas... le niveau n'est pas tout à fait le même selon les académies. S'il n'y avait pas ça, il y aurait probablement des différences beaucoup plus importantes. Le brevet a aussi cet effet-là. Le rendre obligatoire, c'est... Une fois encore, nous, on ne pense pas que sur le papier, c'est une mauvaise idée. On ne pense pas que ce soit réalisable tel que c'est pensé actuellement. Et on pense qu'il peut y avoir beaucoup d'effets pervers, on en parlait. Si par exemple ça s'applique pour les secondes qui sont éducation nationale sous statut scolaire, de devoir aller dans cette prépa seconde avant de rentrer en seconde, mais pas pour celles qui sont sous apprentissage, bon, alors là, ça va créer un appel d'air très très fort côté apprentissage, en disant je ne vais pas passer un an de plus, je vais plutôt essayer de trouver un apprentissage, et on risque de dépeupler les lycées professionnels, très clairement. Je ne suis pas certain qu'on ait des capacités à remplir les CAP au mois de juillet facilement non plus, parce qu'une fois encore, le brevet, on sait qu'on l'obtient en juillet. Donc,
les demandes d'affectation, on les a faites avant. On ne va pas les changer au dernier moment en plein milieu des vacances scolaires. Il n'y a plus personne qui est là, de toute façon, pour vérifier ce que vous voulez faire. Donc, une fois encore, c'est très très compliqué en fait en termes de logistique, beaucoup plus qu'en termes d'idées finalement, parce qu'on comprend très bien l'idée de dire il y a des élèves en difficulté en seconde, je veux dire je suis en lycée, les secondes à 35, où il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre, on connaît tout ça, ça pourrait les aider d'y aller effectivement de manière plus progressive, néanmoins il y en a aussi beaucoup d'élèves et de familles qui vont chercher d'autres solutions que la prépa seconde. Il y en a une d'ailleurs qui n'a pas été évoquée depuis le début, c'est de redoubler la 3e. Oui, on redouble de moins en moins. Merci beaucoup Ismaël Menot, donc directeur de l'EPMT, donc l'école des métiers de la table à Paris dans le 17e arrondissement. Éloi Passot, qui est journaliste au Figaro étudiant. Claude Lelièvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous en visio et à très bientôt. Et Jean-Rémy Girard du SNAC, merci beaucoup, à très bientôt dans cette émission. Et je vous dis à très bientôt à vous dans une nouvelle émission de Paris d'École.